Bonjour à tous et merci d'être nombreux à nous suivre ce matin. Djamel Mekaoui est avec nous. On va revenir sur cette enquête et ces chiffres révélés hier. Djamel Mekaoui, bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors, Djamel Mekaoui, une enquête encore une fois. On va parler surtout aujourd'hui de ces écarts, des inégalités, en tout cas de niveau de vie à Mayotte. Mais on va revenir d'abord sur ce chiffre qui a, on va dire, quelque part baissé, mais qui reste toujours aussi signifiant. On parle de 77% de la population à Mayotte qui vit sous le seuil de la pauvreté. Ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire que depuis 2011, est-ce que finalement on a fait une espèce de vague, on monte, on redescend, on fait une montagne russe ou pas? Alors c'est un peu plus complexe que cela. On a livré aujourd'hui une enquête qui s'appelle Budget de famille. Alors c'est une enquête fondamentale de la statistique publique, tellement fondamentale qu'on la mène à Mayotte depuis 1995. Elle a été réalisée avant même que l'INSEE ne soit implantée sur le territoire, parce que c'est des enquêtes structurantes qui sont considérées comme importantes. Et en particulier à Mayotte, c'est la seule source qui permet de mesurer le revenu des ménages. D'accord. Les fichiers fiscaux n'étant pas encore de qualité suffisante. Et ça nous permet justement d'évoquer une question qui est assez centrale sur le territoire, la question de la pauvreté, et de l'évaluer de manière quantitative. Alors juste un peu avant de rentrer dans le vif du sujet, pauvreté, comme ça, on a l'impression que c'est une évidence, mais c'est pas totalement évident de savoir ce qu'être un pauvre ou pas. Et du coup, il y a des terminologies que je vais pas vous détailler, mais il y a des définitions. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est qu'en fait, la pauvreté, c'est un élément relatif. Si vous avez 1 000 € par mois, que vous vivez à Madagascar, vous êtes plutôt aisé. D'accord. Si vous avez 1 000 € par mois et que vous êtes à Los Angeles, vous êtes un pauvre. Donc il est important de bien garder en tête que la pauvreté, c'est une notion relative. Et c'est pour ça que dans cette publication, on a illustré la pauvreté par rapport à deux contextes. Le contexte national, parce que Mayotte est un département français, et on a regardé aussi la pauvreté dans notre territoire, simplement relativement au niveau de vie que l'on connaît. Oui. Ceci étant dit, ce qu'on voit en premier message, c'est que encore aujourd'hui, 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté nationale. Donc 77% de la population est considérée comme pauvre par rapport aux définitions statistiques qui sont établies nationalement. Ça a un petit peu baissé, vous l'avez dit, par rapport à 84%, mais attention, hein, on est quand même très très loin des autres territoires. Oui. La Guyane, qui est souvent un territoire de comparaison, n'est entre guillemets qu'à 53%. Ah ouais. Et la métropole à 14%. Alors c'est toujours pareil, c'est moitié vide, moitié plein, ça a un petit peu baissé, mais quand même dans des ratios, des indicateurs qui sont sans commune mesure avec les autres territoires de la République. Et là, aujourd'hui, on peut parler de cette baisse de 77%, même si on est toujours très 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 loin des autres départements ou du territoire national. Mais à votre avis, c'est dû à quoi exactement aujourd'hui, cette baisse? Alors il y a deux choses. Avant juste d'expliquer la baisse, alors vous voyez, il y a une baisse, mais on est rentré un petit peu dans le détail. Je vous ai parlé de pauvreté locale. En fait, il y a moins, entre guillemets, de pauvres, mais il y a plus de très pauvres. D'accord. Donc relativement au niveau de vie local, on a 42% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté locale. Donc on a une petite baisse de la pauvreté critère national, mais on a plus de personnes qui vivent avec des revenus qu'on peut qualifier de très pauvres, hein, pour simplifier le propos. Et en pratique, ce qu'on a mis en avant dans cette publication pour expliquer cette baisse de pauvreté qui est quand même très relative, c'est l'indexation, quand même, l'arrivée des 40% pour les fonctionnaires qui a été un événement marquant pour une partie de la population, et la hausse du SMIC ces dernières années avec l'alignement qu'on a rencontré surtout au début d'année 2010. Donc on a eu des événements plutôt favorable pour la population en travail et singulièrement pour la population qui travaille dans la fonction publique. Mais dans le même temps, on a eu un flux migratoire important qui a conditionné l'arrivée massive de populations qui sont en situation de pauvreté. Alors, dans cette enquête, on a vu, Léo, 10%, ce sont les aisés, comme vous les appelez aujourd'hui à Mayotte. C'est-à-dire qu'on gagne 2005 ou 2008, voire 3000 euros. Mais quand on regarde un peu, aujourd'hui, la plupart, la majorité, même ceux qui viennent de métropole, on a vu certains infirmiers nous dire on est à 1004, 1005. Donc est-ce que là, quand on est à 1005, 1006, on n'est pas aisé? Alors c'est exactement toute la relativité. Alors, je ne veux pas vous détailler, mais quand vous gagnez 1800 € par mois par unité de consommation, je ne détaille pas, en fait, vous êtes parmi les 10% les plus riches de Mayotte. Donc, relativement au territoire, quand vous êtes un célibataire, on va simplifier. Si vous êtes un célibataire et vous gagnez 1800 € par mois, vous êtes parmi les 10% les plus riches de Mayotte. Vous êtes le plus pauvre des 10% les plus riches, mais vous êtes partie des 10% les plus riches. Mais avec ce même revenu, vous êtes à peu près à la médiane métropolitaine. Avec ce même revenu, vous êtes, vous avez vous séparant il y a autant de gens plus riches que vous, que de gens plus pauvres que vous, quand vous êtes en métropole. Donc c'est là où toute la relativité des revenus, elle est importante. On est relativement au territoire avec le revenu que j'ai évoqué, plutôt
appartenant à une population aisée relativement aux conditions de vie du territoire, mais on est dans la moyenne, dans la médiane du territoire national. Mais pourtant, quand on gagne 1008, par exemple, si on prend 1008, vous dites on fait partie des plus riches à Mayotte et la médiane en métropole. Mais quand on voit le pouvoir d'achat, on sait que c'est plus cher ici qu'en métropole. Je vais plus acheter de choses à 1008, je me sens peut-être mieux en métropole qu'à Mayotte. Oui, en fait, c'est pour ça qu'il est important de rappeler que la notion de pauvreté, dans la définition, c'est une notion qui est relative. Ouais. Et c'est ça qui est important à dire. Et c'est pour ça qu'on l'éclaire, c'est-à-dire qu'on dit attention, ce qu'on appelait les plus aisés, on n'a pas appelé les riches, vous voyez, dans la publication, on les appelle les non-pauvres. Parce qu'en réalité, fondamentalement, on ne peut pas les qualifier non plus de riches. Mais est-ce que le fait d'avoir beaucoup de clandestins qui arrivent à Mayotte, on le sait, et avec l'économie informelle qui est là, qui a pris un coup dur pendant les 3 mois là, de Covid, font justement que ces statistiques des très pauvres augmentent ? Tout à fait. On est très clairement en lien avec les flux migratoires. Ouais. Typiquement, on a 2 flux migratoires. Les flux migratoires des natifs des Comores qui sont arrivés nombreux au cours des dernières années, qu'on avait éclairé dans des publications précédentes. Et dans le même temps, le départ, il ne faut jamais l'oublier, des natifs de Mayotte qui sont aussi installés de manière importante en métropole ou à La Réunion. Et si je simplifie un peu le propos, on a des populations pauvres qui sont venues et des populations moins pauvres qui sont parties. Donc assez mécaniquement, on a augmenté la présence ou le taux de personnes très pauvres sur le territoire. Oui, parce que vous notez qu'il y a 42% à Mayotte, 6 en Guyane et moins de 1% en métropole. Oui. Alors c'est pour ça qu'on est clair, parce qu'on va plus loin. C'est-à-dire que cette extrême pauvreté, qui n'est pas définie comme ça statistiquement, mais qu'on peut appeler comme ça, c'est un phénomène qui est marginal ailleurs. Moins de 1% en métropole, vivent avec moins de 160 € par mois par UC. Et la Guyane, qu'on compare souvent, n'est qu'à 6%. Donc on n'est pas du tout dans la même situation que n'importe quel autre territoire de la République sur cette extrême pauvreté. Et c'était important pour nous de signaler ces 2 pauvretés, parce que si tout le monde avait le RSA, par exemple, la population serait pauvre, mais elle ne serait pas extrêmement pauvre telle que la situation est rencontrée sur le territoire de Mayotte. Donc, en suivant cette logique, si un jour, supposons demain, on arrête ce flux migratoire, il n'y a plus de quoi ça qui arrive, il n'y a plus rien. On a la solution magique, on a réussi. Ça voudrait dire que Mayotte, tout d'un coup, deviendrait plus riche, on serait plus à 77, mais ça s'améliorerait vraiment ? Alors, il y a 2, c'est-à-dire que on peut être pauvre en France. Ça veut dire que si vous êtes bénéficiaire du RSA, vous êtes parmi une population pauvre. Mais il y aurait moins de populations extrêmement pauvres, de manière assez certaine. Et évidemment, il y a 2 questions. On l'a éclairé dans la publication. Donc, Mayotte est un territoire qui est le plus pauvre de France. Et pourtant, c'est le territoire sur lequel les revenus liés aux prestations sociales est le plus faible. Les pauvres n'ont un revenu qui dépend des prestations sociales qui n'est que de 17%, contre 63% en Guyane. Quand vous êtes en Guyane et que vous êtes pauvre, 63% de vos revenus viennent du prestation sociale. À Mayotte, c'est que 17%. Alors il y a 2 raisons. La première chose, c'est que les personnes bénéficiaires sont réduites, compte tenu des conditions d'accès, principalement au RSA. Bien sûr. Donc les étrangers qui sont irréguliers évidemment, et surtout ces étrangers, il faut un certain temps pour y avoir droit. Et il y a aussi le montant évidemment qui est souvent évoqué, le montant du RSA qui est plus faible. Donc on a un peu ce paradoxe d'être le territoire le plus pauvre, assez nettement de l'ensemble des territoires, mais pour lequel les prestations sociales pèsent le moins dans le revenu de ces mêmes pauvres. Alors, Jamel, quand on regarde par exemple aujourd'hui, là on parle de RSA, toutes ces prestations sociales, bien sûr, qui ne sont pas encore alignées. Mais aujourd'hui, on a par exemple ceux qui ont un emploi, qui ont 1005. On va rester sur les 1005, mais par contre qui ont beaucoup de charges et qui se retrouvent par exemple à vivre concrètement avec 300 €, par exemple, parce qu'ils ont beaucoup de charges, la famille est nombreuse. Est-ce que ça, on peut les considérer comme étant ceux qui vivent avec 260 € par mois Alors, est-ce qu'ils sont pauvres ou pas, en fait, pour simplifier le propos ? C'est ça, parce qu'on peut gagner plus, et avec le pouvoir d'achat à Mayotte, on connaît. La vie est chère, par exemple, donc forcément... C'est ça, ce que je disais, la vie est chère. Alors il y a 2 choses. Là, dans la notion de pauvreté, on a d'autres études qui le déflatent de la comparaison des prix, mais elles dépendent de la composition de votre ménage. Parce que ça ne veut pas dire grand-chose. Si vous gagnez 1 500 € par mois et que vous êtes tout seul, au niveau national, vous n'êtes pas considéré comme pauvre. Par contre, si vous avez une épouse, 2 enfants, je vous déparle les calculs, vous êtes pauvre. Au sens national, si vous avez 1 500 € par mois dans votre foyer, que vous avez une épouse et 2 enfants, par exemple, tout simplement, vous rentrez dans le critère de pauvreté. Donc, parce que la pauvreté, elle dépend aussi surtout de votre composition familiale. C'est pas la même chose d'être célibataire et d'avoir une famille avec 6 enfants, évidemment. Et forcément,
c'est pour ça que c'est un peu compliqué la publication, c'est qu'on le regarde au regard de la composition familiale qui doit déterminer la structure de consommation du ménage considéré. Alors, on voit ces écarts aujourd'hui du ménage. Là, si on reste sur ces deux exemples, Jamel, on a par exemple la personne qui aujourd'hui touche 3 000 euros, qui a un gamin ou deux gamins, mais qui ne fait pas le même panier ce qu'on appelait à l'époque le panier de la ménagère, qui ne fait pas des courses de 200 euros, mais qui fait des courses de 100 euros, alors que celui qui touche le RSA fait des courses de 300 euros parce que la famille est nombreuse. Donc ça, est-ce que c'est pris en compte dans le... Alors, on a un détail assez intéressant. On va séparer par une population, on va dire non pauvre. En fait, on voit que typiquement, ce qui a beaucoup augmenté dans les dépenses, c'est les dépenses de transport. L'automobile, assez clairement. 8 ménages sur 10 non pauvres est équipé d'une automobile et les automobiles coûtent plus cher qu'avant. Donc il y a eu une amélioration des gammes automobiles. Dans le même temps, les populations très pauvres, elles consomment beaucoup d'alimentaires à bas prix. Oui. Le riz, le poulet, quoi, pour simplifier le propos. Et ces produits, en 2011, il y avait une grève de la vie chère, etc. Ces produits ont plutôt tendance à baisser dans le temps. Donc on a une population non pauvre qui se focalise sur de l'alimentation à bas prix de première nécessité, et dans le même temps, une population non pauvre qui a une diversification de son alimentation, mais aussi de ses besoins avec du transport, des avions, de l'automobile. Donc on est vraiment sur deux schémas. Et c'est pour ça que c'est important de bien avoir... c'est pour ça que cette publication est compliquée, parce que si vous avez une automobile, et que vous gagnez 300 euros par mois, vous ne pouvez pas vous en sortir. C'est une évidence. Il n'y a pas de souci. Si par contre, vous vivez dans un logement en tôle, que vous mangez du riz et du poulet, de fait, par contrainte, vous pouvez arriver à survivre avec un salaire beaucoup plus faible. Mais c'est important de bien avoir cette dichotomie, je vous l'ai dit la fois précédente. Mayotte, c'est un territoire où d'un côté on parle de climatisation, de carrelage, de voitures, et d'un autre côté où il y a une population qui boit l'eau à la rivière. Est-ce que celle-là n'est pas encore en train d'augmenter ? La population en précarité, en très grande précarité, oui, c'est ce qu'on a dit. On a dit qu'en fait, la pauvreté dans sa globalité a un peu diminué, même si les taux restent très élevés, mais la population en très grande précarité a eu tendance à diminuer. On a un indicateur qui est fort, c'est que le revenu médian qui sépare en deux la population, et ça c'est quand même un gros message, il a diminué entre 2011 et 2018. Alors que jusqu'à présent, il ne cessait d'augmenter. On a eu une baisse de ce revenu médian, ça veut dire que la valeur qui sépare la population en deux est plus faible que ce qu'on connaissait en 2011. Et ça, c'est un indicateur qui permet de mettre en avant les situations de grande précarité qui sont plus importantes que par le passé, et très fortement en lien avec les flux migratoires pour le coup. En vous écoutant, j'ai l'impression qu'il y a un discours qu'on entend très souvent, un peu dans tous les pays, les plus riches deviennent plus riches, et les plus pauvres deviennent plus pauvres. C'est de nouveau la même histoire. On a ça, mais avec le petit bémol, c'est que les plus riches de Mayotte ne sont pas les plus riches qu'on évoque forcément par ailleurs. Non, c'est clair, mais à l'échelle de Mayotte. Tout à fait. On a des indicateurs d'inégalité qui se sont beaucoup accrus au cours du temps. C'est ça, il y a le fossé qui se crée. Le fossé, c'est que... Est-ce que d'après vous, par rapport aux années futures, ça va encore plus se creuser ou ça va enfin s'arrêter, ce truc ? Il y a eu un phénomène quand même très important pour Mayotte, c'est l'indexation des fonctionnaires, qui est fini. Donc qui a beaucoup marqué. Donc on a une partie de la population qui a pu bénéficier d'alignements comme dans les autres outre-mer et qui du coup a des conditions de vie qui se sont améliorées dans le temps. Maintenant, est-ce que ça va encore augmenter ou pas, c'est difficile à dire. Gardons à l'esprit quand même qu'on a eu des phénomènes structurants de convergence dans le cadre de la départementalisation qui ont été très forts entre 2011 et maintenant. Alors, Jamel, dans cette enquête, on parle également de ces mineurs. Beaucoup de mineurs à Mayotte qui vivent sur le seuil de pauvreté. Comment on les sonde, ces mineurs ? Est-ce que c'est des mineurs qui vivent dans un foyer ? Est-ce qu'on sonde le mineur qui est tout seul dans la rue, ce qu'il gagne, ce qu'il mange, comment il mange ? Comment on arrive à le sonder ? Oui. Alors, généralement, la majorité des mineurs vivent dans des ménages, dans des foyers. On les voit à partir de cela. Et pourquoi on a éclairé ce chiffre ? Parce que, vous voyez, il y a beaucoup de sujets autour de la délinquance des mineurs. Ça s'arrête pas. Et c'est vrai que dire que plus de 80% des mineurs de Mayotte vivent dans la pauvreté, c'est un indicateur qui interpelle. On fait pas une égalité entre pauvreté et délinquance, mais c'est quand même des facteurs aggravants. On a une situation de pauvreté marquée à Mayotte et qui touche de manière importante une population mineure. Et forcément, les conditions se posent sur les moyens mis en œuvre pour permettre de les encadrer, les éduquer, tout ça, ce qu'on connaît assez bien. Et c'est des sujets qui sont vraiment très, très importants. Et d'ailleurs, dans cette publication, on évoque le souhait des populations de Mayotte d'investir dans l'éducation de leurs enfants. On leur a posé la question de savoir qu'est-ce qu'ils feraient
avec 10% de plus de revenus. plus. Hein, ouais. Et ils déclarent qu'en fait, plutôt que d'améliorer leurs conditions de vie, logement ou leur alimentation, même pour les très pauvres qui vivent dans un grand dénuement, ils privilégieraient en premier lieu l'éducation des enfants. Est-ce que ça vous a étonné cette réponse-là? Parce qu'apparemment, elle serait différente des autres endroits. C'est une spécificité. C'est-à-dire qu'on voit à Mayotte, ça veut dire que ça se fait, mais il y a une propension, il y a un intérêt fort qui est porté par les populations sur l'avenir des enfants. Et c'est vraiment quelque chose de surprenant. C'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre assez instinctivement sur une population à très bas revenu, utilise cet argent supplémentaire qu'on lui donnerait potentiellement à améliorer son logement, à se nourrir mieux. En premier lieu, elle exprime le souhait de favoriser l'éducation de ses enfants. Donc, parce que est-ce que ça veut dire que ces personnes-là réalisent que plus l'enfant va avoir d'études, plus, par exemple, l'envoyer en métropole et qui reviennent ici, plus il va atteindre cette fameuse barrière des 1600, 1800 et donc faire bénéficier la famille elle-même qui, elle, est en dessous et comme ça relever le niveau. C'est peut-être ça. On peut avoir des explications là-dessus, mais en tout cas, de manière assez prosaïque, cette population-là considère que si elle le pouvait, elle investirait en premier lieu sur ses enfants. Que ce soit pour elle ou pas dans le comme futur, font c'est difficile à dire. beaucoup les parents, hein, ils mettent beaucoup d'argent sur leurs enfants, ils brûlent les enfants. Hein. Mais c'est une spécificité, c'est-à-dire que quand vous posez la même question à des réunions des métropolitains, vous lui dites si je vous donnais plus d'argent, qu'est-ce que vous feriez? Il vous dit pas pour l'éducation. Voilà, Partir en vacances il va dire plutôt. en vacances, acheter une belle voiture, etc. Bon, en même temps, le système éducatif n'est pas Parce que au voilà, même niveau. la préoccupation de Mayotte, c'est ça, c'est beaucoup Mais ce qui l'éducation. est surprenant et ce qui est vraiment intéressant, c'est que c'est pas une évidence pour une population dans le dénuement. Vous allez voir une population qui vit dans des maisons en tôle, qui n'a pas l'eau à l'intérieur de logement et qui mange que du riz et du poulet, en quelque sorte. Si vous pourriez vous attendre à ce qu'elle ait des préoccupations du quotidien plus prégnants. Mais en fait, cette question du devenir des enfants, de l'éducation de l'avenir, c'est quelque chose qui est dans toutes les classes sociales d'ailleurs, qui est assez marqué sur le territoire de Mayotte. Alors, Jamel, hier, après votre conférence de presse, on en a débattu avec certains amis qui me disaient, aujourd'hui, on a les sans-emploi, ceux qui ont l'emploi, mais l'économie informelle. Il y a cette personne me disait que aujourd'hui, ceux qui sont dans l'économie informelle peuvent gagner, par exemple, 300 € par jour. Parce qu'ils ont vendu du poisson, parce qu'ils ont fait ceci, cela. Mais celui qui travaille a son salaire par jour, donc salaire normal. On sait qu'à la fin du mois, il aura 1500 € par exemple. Alors que celui qui est dans l'économie informelle, 300 € par jour, gagnera plus. Finalement fait même des économies juste de 200 € sur les 300, donc fois le mois, il gagne plus que celui qui travaille. Donc est-ce que ça, on peut considérer comme, quoi qu'il arrive, selon ses besoins, il reste quand même dans la partie de ceux qui sont considérés comme étant pauvres? Ça ne correspond pas vraiment aux études et aux messages qu'on avait passés dans le passé. La économie informelle qui gagne 300 € par jour, vous me le présentez parce que c'est quand même quelque chose de moi. Je me disais, il faut qu'ils vendent beaucoup d'oignons. Non, mais on sait, il y a l'économie, le poisson, ça va vite, hein, avec le kilo. Et les marges sont faibles. Hein. Nous, on était plutôt, ce qu'on avait analysé la fois précédente sur notre étude, sur une économie informelle qui décachait peu de valeur ajoutée et qui était vraiment une économie de subsistance. On n'avait pas du tout noté d'exemple de celui que vous citez avec quelqu'un qui fait fortune dans l'informel. Ça, on l'a pas vu. On était vraiment dans la petite économie qui permet de se nourrir au jour le jour, qui dégageait très peu de marge. Elle fait partie des plus pauvres? Oui, clairement. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit que l'emploi, quand on est sans emploi à Mayotte, quand le chef de famille est sans emploi dans un ménage, on est quasiment toujours dans la pauvreté. Mais même quand on est en emploi, on est souvent dans la pauvreté. 6 ménages sur 10 dont le chef de famille est en emploi se situent dans la pauvreté. Donc l'emploi ne protège pas de la pauvreté. Ce qui pourtant devrait être le contraire. Parce qu'un emploi égale plus d'argent. Normalement, mais ça ne permet pas d'échapper à cette pauvreté au sens défini statistiquement. C'est-à-dire qu'on a, et de la même manière, on a la quasi-totalité des ménages dont la personne de référence est étrangère qui est dans la pauvreté. Mais 6 ménages sur 10 dont la personne de référence est née à Mayotte est aussi dans la pauvreté, même si elle est rarement dans l'extrême pauvreté. Donc ça aussi c'est important, c'est-à-dire que souvent là je vous ai parlé du flux migratoire qui conditionne cette augmentation de pauvreté, mais attention, ce n'est pas exclusif des autres populations. Même si la majorité ou la quasi-totalité des étrangers sont dans cette situation de pauvreté, il y a un grand nombre, voire une majorité même de Mahorais, qui sont dans la pauvreté au sens du niveau national tel qu'il a été défini. Alors, Jamel, je reprends un peu la question de Léonard tout à l'heure, qui disait, aujourd'hui, par exemple, on a des Mahorais qui partent, mais qui vont revenir. Sauf qu'il y a beaucoup de Mahorais qui n'ont pas forcément
une parcelle qui est titrée, qui est à leur nom. Donc ils vont devoir aujourd'hui se rabattre sur les logements sociaux, les locations. Est-ce qu'aujourd'hui, l'écart, en tout cas, ça va continuer à se creuser? Parce que même si c'est un fonctionnaire, mais aujourd'hui, il va louer, alors qu'à l'époque, par exemple, il ne louait pas avant qu'il parte en France. Le fait de louer, de s'occuper de son ménage, est-ce que finalement, là, on sent que d'ici l'avenir, en tout cas d'ici 5 ans, 10 ans, ça peut se creuser encore plus parce qu'il dépense plus finalement? Alors c'est très difficile à dire. La question de savoir s'il sera encore propriétaire, évidemment, un locataire dépense plus en loyer de manière mathématique. C'est très difficile parce que vous voyez, on a deux phénomènes à l'ouvrage. On a la question de la migration avec les très pauvres. Dans le même temps, on a la question aussi de la convergence vers les pouvoirs d'achat. Ce qu'on a eu dans d'autres études, et là on le voit ici, c'est que les besoins ont changé. Alors en fait, se sentir pauvre, ça ne veut pas dire grand-chose. On peut avoir un revenu convenable, mais malgré tout ne plus rien à l'avoir à la fin du mois. Si vous achetez une très belle voiture, que vous partez en vacances, vous êtes dans le rouge, vous êtes un pauvre à la fin du mois. Quoi. Et vous pouvez vous considérer, vous sentir pauvre. Ah oui, vous considérez comme pauvre parce que vous n'avez plus d'argent, comme un pauvre qui n'a pas d'argent. Si le 25 du mois, vous n'avez plus d'argent sur votre compte, vous pouvez vous sentir pauvre. Oui. Mais l'indicateur ne va pas le dire. C'est-à-dire que si vous avez un 4x4 et que vous partez en vacances, vous êtes riche. Vous n'êtes pas dans la pauvreté. Quand même. Oui, mais vous pouvez malgré tout vous sentir contraint. Voilà, c'est plutôt ça le mot. Vous pouvez vous sentir contraint parce que vous avez des besoins qui ont évolué dans le temps. Et typiquement pour les populations non pauvres, où on voit que la part du transport compte beaucoup, l'arrivée massive de l'automobile de qualité a modifié la structure de consommation. Alors cette enquête sort, Djamel Mekaoui, pendant une période très difficile, la crise sanitaire. On n'est pas prêt d'en sortir, et même si demain on passe au vert, mais on sait que les répercussions économiques qu'il y a eu là vont continuer d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, on ne sait pas. Est-ce que là, l'enquête sort, là, on révèle ces chiffres, parce que bon, quand même, on est remonté jusqu'en 2018, mais est-ce que ça veut dire qu'une nouvelle enquête peut nous surprendre par rapport aux écarts qu'il va y avoir? Alors ça, c'est des enquêtes très structurantes, on ne les fait pas tous les jours. C'est-à-dire que les chiffres que je présente, ils ont vocation à durer 5-6 ans d'affilée. On a après les comptes économiques avec le PIB chaque année qui permet de mesurer la richesse globale. Et on pourra voir a posteriori quelles ont été les conséquences économiques de cette crise sanitaire. Et je voulais rajouter, vous pouvez parler de la crise sanitaire, on a fait le choix, et on va avoir de diffuser d'autres sujets que la crise sanitaire. Ça fait quand même 3 mois qu'on en parle, parce qu'il y a d'autres sujets que la crise sanitaire. C'est-à-dire qu'on est dessus depuis 3 mois et on a beaucoup communiqué là-dessus. Il est aussi important d'avoir des éléments de construction du territoire à moyen ou à long terme aussi. Les municipales viennent de rendre leur verdict. Très clairement, le sujet des inégalités, de la pauvreté et tout ce qui est associé sont des sujets fondamentaux dans le débat, dans la politique publique pour essayer que le territoire vive plus harmonieusement. C'est comme le préfet qui avait dit que sa volonté c'était qu'il n'y ait plus de maison en tôle à Mayotte et qu'il n'y ait que du dur. Est-ce que ça influe, ça aussi, à ce niveau-là? Je veux dire de manière plus générale, il y a une politique gouvernementale de lutte contre la pauvreté. Voilà. Donc quand au niveau national, on dit que Mayotte est à 77%, que la Guyane est à 53%, que la métropole est à 14%, ça amène un éclairage particulier sur Mayotte. Et évidemment, ça veut dire que cette question de lutte contre la pauvreté, qui est une politique gouvernementale, elle a encore plus de sens sur le territoire de Mayotte. En fait, là, pour en finir, parce que je pense qu'on est déjà à la fin de ce temps de parole, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, de l'autre côté, du côté du gouvernement, Djamel, même si l'État déploie les moyens pour pouvoir, en tout cas, équilibrer un tout petit peu, même si on sait qu'on ne baissera pas jusqu'à arriver tout de suite au niveau de la Guyane, mais le problème, c'est que tous les jours, il y a des arrivées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, même si celui qui est rentré, qui n'avait pas encore été régularisé, qui a réussi à être régularisé, qui touche par exemple la prestation sociale, mais après que demain, une autre arrive, alors qu'on a déployé les moyens pour essayer d'équilibrer, donc finalement, ça fausse les chiffres tous les ans. C'est pas que ça fausse, c'est ce qu'on a éclairé, c'est que la question des flux migratoires qu'on avait largement évoquée dans plein de publications, elle a des conséquences. Si vous avez des personnes pauvres qui viennent et des personnes plus aisées qui partent, assez naturellement, le territoire est maintenu dans un système de paupérisation. C'est un peu mathématique. Et aujourd'hui, c'est le constat que l'on fait sur la dernière période. La dernière période a peu progressé en termes de revenus. Et ce qu'on avait vu aussi, c'est même en termes de consommation. Donc, les ménages consomment à peu près la même chose qu'il y a 7 ans, alors que ça avait beaucoup progressé au cours des années passées. Donc,
ça rejoint, tout ça c'est bien cohérent entre les logements en tôle qui n'ont pas bougé, l'accès à l'eau qui n'a pas bougé non plus, les dépenses de consommation qui n'a pas évolué, les revenus qui stagnent, avec une médiane qui a même diminué. Donc on voit que ces dernières périodes, ces 5-6 dernières années, elle est plutôt marquée par une stagnation dans l'évolution du pouvoir d'achat, mais beaucoup liée à des évolutions de structure. Typiquement, le fonctionnaire de Mayotte a un pouvoir d'achat qui a augmenté, pour pas gros, mais dans le même temps, les flux migratoires que vous évoquez ont conditionné l'arrivée importante de populations qui sont dans une situation de précarité, ce qui d'ailleurs justifie leur migration, parce que sinon, ils ne seraient pas déplacés. Merci de vous être déplacé. Je voulais juste lui poser une dernière question, pardon. Oui. Jamel, cette étude, est-ce que vous l'avez intéressée au nouveau maire? Parce qu'il faut que chaque maire ait au moins la transparence et une vision de sa commune. Est-ce que les maires aujourd'hui doivent avoir cette enquête pour se repérer, pour continuer à œuvrer dans leur commune? Alors au niveau territorial, ce qui peut être très pertinent, au niveau même villageois, c'est d'avoir pour chaque commune la part des logements en tôle, la part des logements sans lot, etc. Donc au cas par cas. Au cas par cas. En fait, là, c'est quelque chose qui encadre la généralité global de Mayotte par rapport aux critères que j'ai définis. Mais vous pouvez rentrer à un niveau très fin au niveau village et savoir dans un village donné quelle est la part de logement en tôle, quelle est la part de logement sans lot à l'intérieur, quelle est la part de la population en précarité, ce qui permet à un niveau fin, parce que le maire, comme il a un niveau fin, ça lui permet d'avoir des actions de politique publique les plus pertinentes possibles par rapport au territoire dont il a l'administration. Voilà. Merci beaucoup d'avoir tenté de nous éclaircir sur ces sujets pas si faciles que ça. Une petite réaction sympathique d'un auditeur que je vous lis. Est-ce que si je suis riche de cœur, je suis quand même fait partie de la population pauvre? Ah, malheureusement, on est brutal. On prend un élément monétaire. Et c'est sur ça qu'on termine ce temps de parole.